Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce panel sur la mode rapide, introduction et alternative. On est rassemblés aujourd'hui à Montréal, au Parc La Fontaine, pour parler avec trois formidables femmes de la mode rapide. Donc, je vais demander de vous présenter une par une, s'il vous plaît. Ariane, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour, je suis contente d'être ici. Je m'appelle Ariane, je suis upcycleuse de demain, fondatrice d'une marque prête à fabriquer qui s'appelle Kinsu. L'idée, c'est de faire une promotion intelligente d'un vêtement préféré de tous, je serais portée à dire, le jeans. Donc, par le biais de tutoriels et puis de patrons téléchargeables sur mon site, en fait, je participe à une réutilisation du vêtement. J'ai travaillé 15 ans dans l'industrie de la mode. J'ai travaillé 2 ans en Chine pour un des plus grands détaillants de vêtements de Chine. Je suis une passionnée de vêtements, une passionnée de textile. J'ai siégé sur le conseil d'administration d'un des plus grands centres de tri de vêtements du Québec, éco-styliste pour la friperie La Gaillarde. Donc, j'en mange et puis je suis très excitée là, de discuter de mode alternative, créative et durable avec vous aujourd'hui. Et on est très excités de t'avoir parmi nous aussi. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à Élodie de se présenter. Bonjour, donc moi je suis Élodie, je suis la cofondatrice d'Upcycly. En fait, Upcycly est une plateforme de mise en relation entre particuliers pour la vente et l'achat de vêtements de seconde main. Donc une sorte de Kijiji, mais vraiment spécialisée que dans le vêtement, le soulier et les accessoires. Vous ne trouverez pas de roue de voiture sur Upcycly. Donc le nom en fait vient aussi du terme upcycling, que connaît très bien Ariane et qui vous l'a présenté précédemment. C'est le fait aussi de pouvoir réintroduire ces articles en fait transformés, upcyclés, pour le grand public, c'est-à-dire leur donner en fait cette accessibilité qui n'est pas forcément évidente. On ne trouve pas forcément des accessoires upcyclés sur Marketplace ou d'autres plateformes du genre. C'est ça aussi notre objectif avec Upcycly, et de sensibiliser aussi effectivement à l'économie circulaire au maximum. Voilà. Et puis pour mon parcours, je n'ai pas un parcours en mode, par contre j'adore ça, les vêtements. J'ai été une très très grande consommatrice durant mes jeunes années. Et depuis que je suis à Montréal, maintenant depuis 6 ans, j'ai découvert une toute autre façon aussi de consommer avec justement les friperies, les renaissances. Et puis le second main est relativement plus accessible aussi ici qu'en France. Et c'est de là en fait qu'est née cette passion pour cette économie circulaire et de promouvoir des modes de consommation plus durables. Merci. Merci beaucoup, Élodie. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et finalement, nous avons Noémie. Oui, bonjour tout le monde, premièrement. Je vais vous parler un peu de mon parcours aussi, qu'est-ce qui m'amène ici. Fait que moi, dans le fond, j'ai un baccalauréat en génie civil. Fait qu'on est très loin des vêtements et de la mode, mais ça a vraiment toujours été une passion pour moi. Ensuite de ça, suite à mon bac, j'ai fait une maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Puis, à ce moment-là, j'ai fait mon essai de maîtrise qui portait sur la décarbonisation de l'industrie de la mode au Québec. Fait que ça a vraiment été mon premier contact, dans le fond, avec plus l'aspect environnemental de la mode. Ensuite de ça, j'ai travaillé un peu en responsabilité sociale d'entreprise dans le domaine agroalimentaire. Mais ça a vraiment été une belle expérience parce que pour moi, la responsabilité sociale, peu importe l'industrie, ben, c'est un peu les mêmes thématiques. Puis aujourd'hui, je peux vraiment le voir comment je peux le rattacher à l'industrie de la mode. Puis c'est ça, suite à ça, j'ai eu l'opportunité de revenir étudier au doctorat. Le projet, dans le fond, plus précisément, c'est de voir, étudier les impacts de l'industrie de la consommation vestimentaire au Québec, puis de voir, autant au niveau de l'industrie que du consommateur, c'est quoi les meilleures alternatives, puis les comportements adoptés. Donc, voilà, dans le fond, aujourd'hui, je représente l'organisme Polycarbone. Donc, la chaire de recherche où je fais mon doctorat est un partenaire de Polycarbone. Puis, je suis la représentante de la mode durable au sein de cet organisme. Merci beaucoup de vous joindre à nous, toutes les trois. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure pour poser des questions. Et puis après, on va pouvoir prendre les questions du public, de ceux qui sont avec nous aujourd'hui au Parc La Fontaine à Montréal, mais aussi les questions du live Facebook. Donc, je vais commencer par peut-être introduire un peu qu'est-ce que c'est la mode rapide ou la fast fashion en anglais. Je voudrais peut-être demander à toi, Noémie, qui a fait des recherches là-dessus, de nous dire qu'est-ce que c'est quoi les enjeux principaux justement de la mode rapide. Oui, parfait. Donc, la première chose à savoir, dans le fond, l'industrie de la mode rapide,
Dans le fond, ce qui est recherché, c'est vraiment une réduction des coûts de production. Fait que c'est pour ça que les vêtements sont super accessibles dans les grandes chaînes de mode rapide qu'on connaît. Puis ça, comment c'est possible, cette réduction de coûts-là? Bien, c'est par la relocalisation des manufactures dans des pays en voie de développement. Donc, dans ces pays-là, les normes du travail sont vraiment pas les mêmes qu'ici. Puis, dans le fond, les compagnies peuvent payer leurs employés à des salaires très bas, ce qui réduit nécessairement le coût que nous, le prix qu'on va payer, nous, comme consommateurs. Puis, la deuxième chose, bien, c'est des chaînes de production qui sont hyper optimisées, puis la rapidité à laquelle c'est produit et tout, ça permet aussi de réduire les coûts, comparativement à une marque qui ferait tout à la main, une marque plus locale. Fait qu'on en entend beaucoup parler des chaînes de production maintenant. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Il y a des impacts environnementaux et sociaux très importants. Par contre, moi, je reste quand même, il faut leur donner ce qui leur vient. Je suis quand même impressionnée par, par ces chaînes de production-là qui sont, comme consommateur, on demande d'avoir un produit tendance hyper rapidement. On voit quelque chose, maintenant, ça voyage super vite sur les réseaux sociaux. On voit une nouvelle tendance, on le voit sur les défilés haute couture, puis le consommateur veut un morceau qui est similaire vraiment rapidement. Puis ces grandes chaînes des marques de mode-là sont capables de mettre un produit sur le marché en moins de 2 semaines. Fait que de l'idée du produit qu'ils ont observé justement sur les réseaux sociaux, sur les défilés, ils vont le reproduire, puis en 2 semaines, de l'idée au magasin, on va pouvoir l'obtenir. Fait qu'il y a quand même quelque chose là. Oui, ça entraîne beaucoup d'impact, puis on va en discuter. Mais par contre, il y a quand même... Moi, j'admire quand même ce côté-là de... Ben, c'est ça, la rapidité, puis à quel point... L'agilité. Oui, exact. Fait que ça, c'était pour... C'est ça, dans le fond, le phénomène de mode rapide, c'est vraiment... Depuis la fin des années 90, là, avec Internet, il y a des séries télévisées comme Sex and the City qui ont vraiment... démocratiser la mode, puis les gens de plus en plus... avant, c'était vraiment réservé à une élite, mais là, depuis une trentaine d'années, ben c'est vraiment offert à tous, puis les gens demandent. Fait que l'industrie de la mode rapide est là pour répondre à cette demande-là. Avec les réseaux sociaux, oui, notamment. beaucoup, ces dernières années aussi. Puis, ben, c'est sûr que ça ne se fait pas sans impact environnementaux. Puis, il y en a vraiment à tous les niveaux, là. Autant, ben, c'est sûr, on parle beaucoup de changement climatique dernièrement. L'industrie de la mode, ça serait environ 8 % de toutes les émissions globales d'émissions de gaz à effet de serre qui serait responsable. Donc, c'est énorme. Ensuite de ça, ben, il y a l'utilisation d'eau. J'ai le chiffre 80 000 milliards de litres d'eau annuellement qui sont utilisés par l'industrie. C'est quand même impressionnant. 92 millions de tonnes de déchets produits annuellement. Fait que l'accumulation de déchets, c'est vraiment une grosse problématique aussi à ce niveau-là. 15 000 produits chimiques différents utilisés par l'industrie. Fait que pour tout ce qui est la préparation des tissus, la teinture, c'est vraiment une problématique. Maintenant, il y a les microplastiques aussi qu'on entend beaucoup parler en lien avec, dans le fond, le lavage de tous les tissus qui sont synthétiques. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ici, en Amérique du Nord, puis en Europe, on est les plus grands consommateurs, mais les vêtements sont produits beaucoup dans les pays en voie de développement, en Asie. Fait que c'est eux qui ressentent le plus les impacts de notre consommation ici. Fait que ça, c'est aussi une problématique. C'est hyper déséquilibré, dans le fond. Ça touche les inégalités entre les différents pays et géographies. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ça ouvre très bien la parenthèse à ma prochaine question, puisqu'on parlait d'inégalités de différents pays. Je vais me tourner vers Ariane, parce que j'ai vu ton CV et je vois que tu as eu des expériences de travail, notamment en Chine, au Québec. Tu as voyagé en Asie en général, mais aussi en Europe. Qu'est-ce que tu as tiré justement de ces voyages-là, de ces expériences-là à travers le monde par rapport justement à l'industrie de la mode? Par où commencer? Ben, d'abord, des expériences très riches, des expériences humaines très riches, mais aussi beaucoup de confrontations par rapport à mes valeurs, de l'inégalité. La complexité aussi, le niveau de complexité qui est venu s'ajouter. Tu en parlais tantôt, fin des années 90, début 2000, la délocalisation
de tout notre secteur manufacturier. Puis moi, j'ai gradué à cette époque-là de ma technique en mode à Marie-Victorin. Puis j'avais vraiment un désir, tu sais, de vouloir être à proximité des manufactures. Puis j'ai tout le temps voué vraiment une admiration pour les gens qui détenaient le savoir-faire, qui étaient capables de fabriquer des choses. Moi, je trouve que encore aujourd'hui, ça m'émerveille, tu sais, de partir d'une idée puis d'être capable de le conceptualiser puis de le fabriquer. Donc, quand j'ai gradué de mon DEC en mode, dans ma tête, ma seule option pour travailler à proximité des manufacturiers, bien, c'était d'aller vivre en Chine. Et puis, tu sais, quand on parle de délocalisation, ça n'a pas toujours été de même. Il y a eu la levée des barrières tarifaires à la fin des années 90, début 2000, qui a fait que ça devenait rentable de produire à l'extérieur. Avant ça, on produisait localement. Hein. Moi, la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était sur Chabanel, puis il y avait une porte de même là, de nos bureaux de design, puis c'était la manufacture qu'il y avait en arrière, puis tout se faisait là. Mais à partir de ce moment-là historique, où est-ce qu'on a bondi en tant qu'humain dans la mondialisation, et puis qu'on a dit, bon, ben ça serait vraiment plus rentable, en fait, de produire à l'étranger pour toutes les raisons que tu as énumérées, hein, ça va coûter moins cher, tout ça. Ben, il y a un paquet d'entrepreneurs ici au Québec qui ont dû se dire, est-ce que j'embarque dans le bateau puis je produis ailleurs, puis je vais pouvoir continuer à être compétitif, ou je garde ma production ici et puis je risque de tout perdre, en fait, parce que je ne serai plus compétitif. Et puis, à ce moment-là, c'est quand même un moment historique qu'on a vécu. Ça a été le démantèlement du secteur manufacturier au Québec. Et puis, on a délocalisé notre savoir-faire au nom de profitabilité et tout ça. Et puis, ben c'est ça. Moi, j'ai gradué dans cet écosystème-là, puis je me suis dit, moi, je veux être à proximité des manufacturiers, à proximité des machines. J'apprends le chinois, puis je m'en vais vivre en Chine. Et puis, ça a été toute une aventure, et puis ça a été formidable, en fait, mais aussi très confrontant parce que, en fait, ben, c'est ça, la complexité de toute cette chaîne d'approvisionnement-là, de production, de distribution. Et puis, ici au Québec, notre loi sur l'étiquetage indique seulement le pays de fabrication. Donc, où est-ce qu'il y a 50% plus un des étapes qui a été fabriqué, on indique ce pays-là. Mais c'est très... Moi, personnellement, je pense que c'est prendre le citoyen un peu pour l'information. La fibre, où est-ce qu'elle a été poussée? Ça peut être fabriqué en Chine, mais la fibre, ça peut être une fibre de coton qui vient d'Ouzbékistan. Le très controversé coton ouzbek. Donc, il y a tout le filage, le tissu, où est-ce qu'il a été tissé, la teinture, le pays de fabrication, après ça, la distribution, où est-ce que ça s'est envenu, puis après ça, toute l'après-vie qui, en tout cas, on en reparlera. Donc, toute cette complexité-là qu'on a été ajoutée, moi, c'est ça que je retiens, puis j'ai vraiment un désir de revenir à la simplicité. Puis avec des marques locales, tu sais, je veux dire, tu vas à Verdun, dans la boutique de Marigold, Marilyn, c'est elle qui va te servir, là, tu sais, une fois sur deux, puis elle va te parler de son vêtement, de son tissu. Donc, tu sais, ce lien-là humain qui a été brisé à cause de la mondialisation, j'espère qu'on peut tranquillement le retrouver. Et puis, bien, ça dépend beaucoup de nous, de nos choix de consommation, puis relocaliser tranquillement pas vite notre savoir-faire qui, une fois qu'un savoir-faire est perdu, ça peut prendre des années à le retrouver. Donc voilà, puis je pourrais vous parler des enjeux pendant les égalités, comment les ouvriers, les artisans du vêtement, comment ils sont payés. J'ai lu une étude qu'il y a 2% des personnes qui travaillent dans le vêtement, tout pays confondu, même ici au Canada. Il ne faut pas penser que les personnes qui travaillent dans l'industrie textile, ici au Canada aussi, ont de la difficulté. Donc, 2% qui sont capables de vivre dignement avec un salaire qui leur permet de subvenir à leur famille. Donc, on a toute une réflexion à faire autour de ça, puis ça commence, en fait, ça commence beaucoup par nos choix de consommation en tant que citoyens, mais je pense que les gouvernements ont vraiment un gros rôle
à jouer par rapport à ça avec des incitatifs, hein, puis on parle de carbone. Donc, si on veut atteindre nos objectifs, là, la mode, il va falloir réglementer la mode, mais c'est très excitant qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Plein de belles choses à venir. Absolument, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a des idées de transparence. Donc, tu parlais de d'où viennent les vêtements dont on parle, de quoi c'est fait, etc. Donc, beaucoup d'idées. Je vais passer maintenant à toi, Élodie. Tu as pris un chemin un petit peu différent. Tu viens d'expériences différentes, mais tu as parti ta business, donc Upcycly aussi. C'est quoi qui t'a poussé à lier un peu, à commencer ce projet, par exemple? Oui. En fait, ça vient d'une histoire un peu basique, mais quand j'étais enfant, en fait, ma mère m'habillait qu'avec des vêtements de seconde main. Puis, dans les années 90, être habillée avec des vêtements de seconde main, c'était pas très bien vu. Il y avait toujours une connotation « Ah, mais t'as pas les moyens d'avoir des vêtements neufs ». J'ai moi-même été sujette à plein de critiques, plein de réflexions de la part des enfants de mon âge. Puis, on sait que quand on est très jeune... on n'a pas de filtre, hein. On découvre ça plus tard. Et en fait, j'ai beaucoup souffert de cette période-là. Et j'ai eu une adolescence un peu rebelle aussi, parce que forcément, je voulais avoir les dernières baskets, je voulais avoir le dernier chandail à la mode. Puis ma mère m'a très vite fait comprendre que ça ne marchait pas comme ça. Et en fait, elle m'a appris à aimer les vêtements, pas pour leur valeur, mais pour l'histoire qu'il y a derrière, pour l'histoire qu'ils racontent. Et du coup, c'est là qu'est née la passion, si je peux dire ça, des vêtements de seconde main. Même si la première fois que j'ai travaillé, la première chose que j'ai fait, c'est de dépenser tout mon salaire dans des magasins de vêtements, parce que c'était... ouais, ça y est, je vais pouvoir m'acheter plein de trucs neufs. Mais ça n'a pas duré, en fait. Donc, j'ai consommé beaucoup pendant une certaine période de ma vie. Et en fait, j'avais trop de choses chez moi. Puis, j'ai commencé à organiser des événements juste avec mes amis. On appelait ça les troc parties. Voilà, on n'a rien inventé, hein. Je pense que c'était un concept qui existait déjà pas mal un peu partout. Et puis, on s'échangeait des vêtements, comme ça, entre nous. Le problème, c'est que moi, je n'avais pas la même taille que tout le monde. Donc, je me faisais pas mal dépouiller des affaires que je voulais troquer. Puis moi, je me retrouvais avec rien. Puis je me suis dit, ça serait peut-être bien de faire ça avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce que du coup, on a moins de gêne aussi. Puis finalement, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée à Montréal. Je me suis lancée dans cette aventure-là de promouvoir les événements d'échange. Il y en avait quelques-uns. J'étais clairement pas la seule à le faire. J'ai rien inventé non plus. Mais il n'y avait rien de vraiment grand public. C'est-à-dire peut-être privatiser des endroits comme des cafés, des petites cours pour faire des événements où justement les gens se rencontreraient pour s'échanger des vêtements. Ça a très bien pris. On a organisé 13 événements qui étaient tous complets à chaque fois. Puis le surplus en fait, de linge qui n'était pas échangé, on le reversait à des associations partenaires. De là, je me suis dit, OK, donc il y a l'échange. Pourquoi pas aussi trouver une alternative pour les vendre? Pour les vendre, il y avait déjà en fait, des plateformes qui proposaient la revente de vêtements, mais il n'y avait rien qui avait une connotation environnementale avec des vraies valeurs derrière, puis une vraie envie de changement. Donc avec mon associé, Christopher, qui lui est plus sur la partie technologique, ce qui aide beaucoup quand on a un produit numérique comme le nôtre, en fait on s'est dit avec la technologie et puis justement nos valeurs sociale et environnementale, on va essayer de faire quelque chose sans réinventer en fait ce qui existe déjà, mais quelque chose à notre façon, avec nos propres valeurs. Puis c'est de là qu'est né Upcycly. Puis le plus drôle, c'est qu'à la base, Christopher, lui, c'est pas qu'il en a rien à faire hein, de tout ce qui se passe au niveau de la cause environnementale, mais c'était pas son défi premier. Lui, c'était vraiment le côté technique. C'est moi qui l'ai ramené à ça. Et puis finalement, aujourd'hui, il fait extrêmement attention, il fait énormément de recherches. C'est un vrai puits de savoir. Des fois, quand il me parle, je me dis, mais tu as fait plein de recherches. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Il a même fait des recherches aussi sur ce que toi, tu as écrit. Donc, preuve que la sensibilisation commence déjà par nous-mêmes, parce que finalement, on veut ça. On veut promouvoir ces modes de consommation plus durables, mais on veut aussi donner les informations, enfin rendre accessibles les informations, parce que tout ce que Ariane a cité précédemment ou Noémie, je suis sûre que dans la salle, ou même pour les gens qui nous écoutent sur Facebook, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues,
mais qui sont tellement éparpillés un peu sur Internet, c'est difficile de recentraliser ça. Donc avec Upcycly, c'est ce qu'on va essayer de faire dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années d'ailleurs, pour vous donner du contenu en fait accessible en tout temps et pour que vous soyez aussi capable de voir que chaque geste que vous allez porter en fait dans votre consommation, elle a un impact en fait. Parce que souvent on se dit « Ah oui, mais moi j'aime ça consommer, aller sur la rue Sainte-Catherine, pour pas citer toutes les marques qui y sont présentes, et puis dépenser une partie de son salaire, oui, parce que ça va combler un certain besoin que vous avez de renouveler votre garde-robe, mais aujourd'hui, vous savez aussi qu'il y a tellement d'autres alternatives. » Et c'est aussi un peu rendre ces lettres de noblesse à la seconde main, parce que non, c'est pas forcément une question de budget, c'est une question de sa propre échelle, en fait, de ce qu'on a envie de faire, finalement. Tous les gens qui magasinent chez Renaissance ou autres ne magasinent pas forcément chez Renaissance pour des questions de budget. Et puis moi, je suis très respectueuse de ça, parce que finalement, être à la mode, c'est quoi, finalement? C'est quoi? Les vêtements, c'est des vêtements dans lesquels on se sent bien, peu importe son étiquette. Alors évidemment, si on peut avoir des informations sur son étiquette et puis voir que c'est quelque chose de durable, fait avec des belles matières, bon, c'est encore mieux. Mais si on n'a pas forcément cette alternative-là aujourd'hui à portée de main, aussi pour des questions budgétaires, on sait qu'on peut consommer ce qui a déjà été produit de ces industries du fast fashion, de ces grandes marques, sans pour autant aller rue Sainte-Catherine, l'acheter en neuf, puisqu'on sait très bien que généralement un vêtement, on va le garder, on va peut-être enlever l'étiquette pour certains, on va le plier, on va le ranger, ça va s'accumuler dans vos garde-robes, puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est vraiment ça l'objectif avec Upcycly, un gros volet sensibilisation, puis c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de discussions avec Ariane, avec Marianne Comercier, avec le Schwab Club aussi, qui est une boutique d'échange de vêtements à Montréal. On voit qu'il y a plein d'alternatives, puis c'est très encourageant pour la suite. Donc voilà, c'était un long résumé, mais c'est de là que Upcycly est né en tout cas. Et c'est super parce que ça touche vraiment au début de ce qu'on va commencer de ce qu'on veut parler, c'est-à-dire trouver des solutions. On est là pour parler de mode rapide et aussi des alternatives et des solutions qu'il y a. Je vais maintenant me focusser sur les solutions. Noémie, je vais aller vers toi parce que tu travailles en tant que responsable du volet mode durable à Polycarbone, tu l'as dit, mais tu fais aussi partie donc membre du CIREG, qui est le Centre international sur le cycle de vie. Alors, je voudrais savoir au niveau des projets dans ce cadre-là, vous en êtes où sur la mode? Oui, OK. D'abord, je vais présenter un peu Polycarbone. Vous n'êtes probablement pas familier, c'est un peu niché, mais en gros, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2017. Puis les membres, c'est surtout des étudiants de l'École polytechnique Montréal. Puis un des partenaires principaux, justement, c'est le CIREG, où moi, je fais mes recherches. Puis c'est une chaire de recherche en analyse du cycle de vie. Fait que je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept. De plus en plus, c'est communiqué au grand public, autant dans les journaux, à la radio aussi. J'ai des collègues qui vont en discuter. On a aussi une conférence demain, je me permets de le rappeler à ceux qui sont... Non, aujourd'hui même, cet après-midi, sur le cycle de vie, oui, à 15h. Alors, vous vous déplacerez après à cette conférence. Mais en gros, l'analyse de cycle de vie, c'est quoi? C'est de déterminer les impacts environnementaux, que ce soit d'un produit ou d'un service, sur toute sa chaîne de valeur. Fait que vraiment de l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Fait que ça, pour un vêtement, ça veut dire justement la production des fibres, après le filage, le tissage, la teinture, l'assemblage du produit comme tel, son transport pour se rendre au consommateur, toute la phase d'utilisation, donc quand nous, on va le laver à la machine. Puis, dans le fond, en analysant tout le cycle de vie justement du produit, on va déterminer ses impacts autant sur les changements climatiques, ça peut être sur l'utilisation d'eau, l'utilisation des terres. Puis, ce que ça permet, dans le fond, ce 360-là, c'est vraiment, on n'a plus d'angle mort sur c'est quoi les impacts du produit, parce que souvent, il y a tellement une grosse partie qu'on ne voit pas qu'on oublie certains impacts. Puis, c'est ça. Donc, le CIREG, c'est ça, son expertise. Puis, le travail qu'on fait avec Polycarbone, dans le fond, eux, leur vision, c'est vraiment d'influencer les comportements des gens dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, d'adopter des comportements qui sont plus durables pour réduire nos émissions de GES. Puis le champ d'action, ça va vraiment être au niveau des universités.
Donc, Polycarbone, ce qu'ils ont fait en lien avec la mode durable, justement, il y a eu une campagne d'affichage, donc à Polytechnique, puis ça portait sur 3 volets, dans le fond, de acheter mieux, de prendre plus soin de nos vêtements, puis quoi faire en fin de vie. Fait qu'acheter mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire opter pour des vêtements de qualité. Puis ça, c'est sûr que ça peut être, tu sais, c'est toujours associé à un coût plus élevé, mais qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que, tu sais, un chandail qu'on achète à 10 $, il y a nécessairement quelqu'un quelque part qui paye ce qu'on appelle ça une externalité. Dans le fond, tu sais, tous les coûts environnementaux que l'entreprise ne gère pas, que ça, tu sais, les polluants ils finissent dans les rivières, bien ça, l'entreprise peut se détacher, mais ça reste que quelqu'un, quelque part, va payer le prix pour ça, que ce soit les habitants de ces régions-là. Les changements climatiques, bien, ça nous touche tout le monde. Puis, en ce moment, les entreprises sont vraiment... Ils n'ont pas à se soucier de ça. C'est des externalités. Eux, ils font juste le profit, mais quelque part, c'est tout le monde. On va payer comme société pour ça. Donc, ça, c'est la première chose, acheter mieux. Ensuite, prendre soin de nos vêtements. C'est sûr que quand tu achètes un vêtement plus cher, tu as plus tendance à bien t'en occuper. Maintenant, c'est vraiment... on est dans une société de... On achète, on jette, puis c'est beaucoup lié au prix. Si on paye un chandail à un prix vraiment abordable, on n'a pas cette relation... On n'a pas... C'est ça, on n'a pas une relation de « Ah, je vais en prendre soin, je vais le laver à la main, la petite tache. » Ben non, je vais mettre ça à la machine. Fait que ça, c'est un aspect important. Puis je pense que d'acheter mieux, justement, on va plus prendre soin de nos vêtements. Fait que ça va un peu ensemble. Puis la dernière chose, bien, c'est quoi faire en fin de vie. Il y a plein d'alternatives à mettre notre chandail aux poubelles. Il y a des secondes mains, on peut le réparer. C'est aussi, on a perdu cette notion-là, mais d'aller chez la couturière, faire réparer un petit trou ou quelque chose, je pense qu'on le fait plus parce que c'est tellement facile aujourd'hui de juste le remplacer. Mais je pense qu'il faut revenir un peu plus vers ces façons de faire-là. Puis, donc c'est ça, c'était Polycarbone, toute cette campagne-là d'affichage, mais ça s'adresse à tout le monde, dans le fond. C'est juste que c'était ciblé à la communauté universitaire. Fait que suite à ça, dans le fond, ça va être, une fois que les gens sont sensibilisés, ça va être qu'ils prennent action. Donc, de travailler avec eux sur des solutions concrètes. Donc, il va y avoir des conférences, des ateliers pour sensibiliser les gens. Puis, c'est ça. Ensuite, ça va être de passer à l'action puis de garder ce comportement-là. Tu sais, je pense que c'est facile de faire un petit défi puis pendant une semaine de faire plus attention, mais de garder ce comportement-là à long terme puis que ça devienne une habitude, c'est autre chose. Fait que Polycarbone va travailler aussi sur tout ce volet-là à plus long terme. Fait que... c'est pas mal ça pour ce que Polycarbone fait comme organisme au niveau de la mode durable. Mais je suis sûre que vous avez aussi, pour ce qui est des solutions, plein de... Tu parlais en dernier justement de quoi faire avant de jeter le vêtement. Je pense que ça répond exactement à Ariane. Ce que tu fais, c'est un bon tremplin pour parler de Kinsu, du jean notamment. Oui. Oui, c'est ça. Ben, en fait, tu as très bien... S'il y en a qui veulent se rendre sur mon blog, en fait, j'ai publié un manifesto qui est une réflexion, en fait, sur des solutions simples et épiques, hein, parce que le problème est gros et complexe. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'entreprise Solutionnera, Francis Gendron, je le cite. Donc, le problème est gros et complexe, mais les solutions sont simples et épiques. Et puis, en fait... toute une réflexion autour des solutions, puis tu en as nommé on se comprend là, dans nos solutions, là, en fait. Et puis, c'est basé un peu sur l'approche en 5 R, zéro déchet de la gourou Bea Johnson, qui est un peu ça, en fait. Hein, donc, refuser la fast fashion, hein, acheter mieux, acheter moins, comme tu disais, acheter local, remettre ses vêtements, les échanger, les faire circuler, ne pas les accumuler. Ensuite de ça, réparer ses vêtements, la réparation créative, c'est quelque chose que moi, je suis en train d'explorer, hein, quand on parle de se réapproprier un peu les savoir-faire traditionnels, hein, repriser ses chaussettes.
Bien, tu sais, on est dans une approche de réparation créative. Là. Il y a plein de techniques, Pinterest, TikTok. Ces plateformes-là sont ultra inspirantes. Hein. On peut réparer des trous avec la broderie. On peut essayer de reteindre nos vêtements, peinturer par-dessus les taches, essayer de transformer. Donc, tu sais, moi, je trouve souvent que notre mode de consommation, d'acheter, c'est en train de nous rendre des humains tellement plates et, en fait, peu inspirés et inspirants. Où est-ce qu'on... Nos pulsions créatives se dirigent vers l'achat tout le temps, alors que, mon Dieu, nous sommes des êtres créatifs, nous sommes des êtres intelligents, nous sommes des êtres avec plein d'idées. Donc, je pense que c'est important qu'on essaie de se remobiliser à être créatif puis avoir une approche créative, alternative et durable de sa garde-robe. Puis la réparation créative, c'est quelque chose qui se fait en écoutant la télé, ça peut être quelque chose c'est méditatif, et puis c'est de prendre le temps de réparer quelque chose pour nous, pour la planète, pour notre enfant, pour notre ami. Donc, puis comme tu disais, on peut aller voir la couturière du coin et prendre connaissance, avoir un contact humain avec elle et puis lui dire que c'est important ce qu'elle fait. Donc, réparation créative. Ensuite de ça, bien, transformation de vêtements. Ça, c'est sûr, tu sais, comme dans le fond, dans un processus de mode durable, ce qu'on veut, c'est tout le temps aller à l'étape la plus simple. Donc, tu sais, si c'est plus simple de réparer votre vêtement. S'il n'est pas réparable, s'il vous fait plus, si vous le voyez comme démodé, bien là, c'est le temps de peut-être essayer de le transformer puis de lui offrir une seconde vie. Puis, ben, c'est sûr qu'à cette étape-là, Kinsu, c'est vraiment moi ce que j'aime, donc d'essayer de réinterpréter un vêtement puis de prolonger sa durée de vie en lui offrant une seconde main. Je trouve que c'est une espèce d'hommage, en fait, à la matière, à toutes les ressources qui ont été utilisées, puisées de la terre pour fabriquer cet objet-là, mais aussi l'énergie humaine qui a été investie dans la fabrication de ce produit-là. Et puis, donc, c'est ça, je propose des tutoriels et puis des projets quand même relativement simples pour valoriser ces jeans. Bien, c'est sûr que moi, je suis avec le jeans, mais ça peut être tout autre vêtement, des chemises pour hommes, n'importe quel costume de bain, on peut valoriser plein de choses. Et puis, bien, la dernière étape, tu as parlé des déchets textiles, puis je trouve ça intéressant. Dans le manifesto aussi, c'est reconnaître les déchets textiles, hein, parce que beaucoup de personnes, personne ne veut jeter un vêtement. En fait, on est porté à beaucoup le donner à des organismes de charité, dans les cloches et tout ça. Et puis ça, c'est un constat que j'ai fait quand j'étais sur le conseil d'administration de Certex. C'est un centre de tri de vêtements qui participe à l'intégration d'une centaine de personnes à limitation fonctionnelle qui font le tri de ces vêtements-là. Puis Certex trie 6 000 tonnes de vêtements par année. Et puis, ben, en fait, c'est que quand on met des choses dans des cloches parce qu'on ne veut pas le jeter parce qu'on se sent coupable, mais le vêtement est soit taché, si la fermeture éclair est brisée, s'il manque un bouton, il n'y a pas de système nécessairement qui sont en place pour que, ou d'incitatif gouvernemental pour que ces organismes-là puissent les réparer. Donc, en fait, si le vêtement n'a pas de valeur de revente, hein, au Québec, la récupération de vêtements se fait par la revente. Il n'y a pas de machine spéciale à saucisse que le vêtement est mis dedans, puis poup, un nouveau vêtement, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay? Donc, si le vêtement n'a pas de valeur de revente, il ne sera pas récupéré et il sera jeté. Donc, si vous considérez que le vêtement devant vous n'a pas de valeur de revente parce qu'il est trop bouloché, parce qu'il est trop taché, parce qu'il y a des livres de poils de chat dessus que vous ne pouvez pas enlever ou quoi que ce soit, des brûlures de cigarettes ou quoi que ce soit, c'est plus écologique de le jeter directement dans la poubelle que de prendre votre voiture, de l'emmener à une cloche, de le mettre dans une cloche, qu'il y ait quelqu'un qui prenne, qui fasse le tri de ça, une autre personne qui fasse un deuxième tri, tout ça. Et puis qu'au final, comme nous, à Certex, ça nous coûtait 60 000 $ par année de mise à la décharge, que nous, on devait défrayer pour jeter ces éléments-là. Et puis, ben, au final, le citoyen, s'il l'avait jeté lui-même, ça
ça nous aurait coûté moins cher. Donc, tu sais, c'est un constat un petit peu plate de vous dire, tu sais, c'est trop taché, jette-les. Mais je pense qu'à l'état... Puis, tu sais, si on se revoit l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, j'espère que on va être en mesure de dire d'autres choses. Mais pour le moment, reconnaître les déchets textiles, c'est important. Il y en a des déchets textiles. Et si ça n'a pas de valeur de revente, malheureusement, c'est un déchet textile. Donc, je vous invite à aller signer le manifesto. C'est 5 engagements. Vous pouvez choisir de vous engager à une de celles-ci, à votre rythme, comment vous le sentez, en parler à vos amis, vous mettre une gang là-dedans, puis dire « Yeah, la prochaine année, on répare nos vêtements 1 fois par mois en gang d'amis ensemble », puis faire un événement, une célébration de cette mode durable, alternative, créative. Il y en a des solutions, donc, il y a des belles solutions. Donc, c'est ça. Et puis, je donne des ateliers dans les écoles. En fait, là, je recommence tranquillement, pas vite. Là. On espère que la pandémie, que ça va. Mais, donc, un projet, là, je viens de faire un partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette dans 6 écoles, l'implantation de garde-robes collectives, donc des lieux d'échange de vêtements dans les écoles. Donc, c'est quelque chose que je crois beaucoup. Je pense que ça pourrait gagner en popularité. Donc, pour encore là venir faciliter cet échange-là de vêtements, cette circulation-là de vêtements, comme le propose Élodie là, avec Upcycly. Donc, voilà pour les solutions que je préconise. Puis c'est un processus, hein, tout ça. C'est pas, il faut, je pense, essayer de se débarrasser de ce sentiment-là de culpabilité qui nous est amené, en fait, par la mode rapide, par ce système de consommation-là, que là, on se sent coupable de consommer, qu'on se sent... Donc, se débarrasser de cette culpabilité-là et puis de rentrer dans un processus, puis de le faire avec passion et puis avec bonheur et avec joie, puis célébrer la mode, en fait, parce que la mode, ça devrait être un outil d'émancipation, ça devrait nous aider à avoir confiance en soi, ça devrait nous aider à explorer qui on est, à exprimer notre personnalité. Ça ne devrait pas nous faire sentir coupables, ça ne devrait pas nous faire sentir complexés. La mode ne devrait pas nous exclure, la mode ne devrait pas polluer, la mode ne devrait pas exploiter des humains, la mode ne devrait pas nous dicter comment s'habiller par rapport à notre sexe ou par rapport à notre orientation sexuelle. Donc réapproprions-nous cette mode et puis soyons des êtres créatifs et débrouillards. C'est super inspirant, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Et je trouve que tu as touché un point important quand tu mentionnais notamment Élodie. C'est vrai qu'il y a cet aspect pandémie, puis il y a cet aspect aussi futuristique de OK, c'est bien, on est réunis aujourd'hui pour penser à c'est quoi la mode, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. Élodie, tu as intégré la technologie dans ton projet, justement, d'alternative à la mode rapide. Comment c'est venu, en quoi c'est important, justement, d'intégrer cette technologie-là? En fait, on s'est rendu compte que ce qui était important, c'est de marquer les gestes. C'est-à-dire que chaque geste qu'on va faire au quotidien soit un peu récompensé, visible. Parce que là, on s'attaque quand même à quelque chose de gros. Et puis, souvent, on a l'impression, c'est un peu comme tout, quand on commence quelque chose, de dire « Oh mon Dieu, mais je ne vais jamais y arriver, mais je ne suis pas capable ». C'est comme les gens qui décident de devenir à tendance zéro déchet, parce que pour moi, être zéro déchet, c'est vraiment très difficile, puis je ne pense pas que ça puisse vraiment exister. On est à tendance zéro déchet, on fait des efforts en tout cas pour ça. C'est un peu pareil avec sa consommation au niveau du textile. Ça passe par des étapes. Encore une fois, on vous dit plein de choses, on va peut-être vous donner des conseils, mais à aucun moment, il faut que ça soit moralisateur. On n'est pas là pour vous dire « vous devez faire comme ça ». Chacun va prendre ses propres décisions et agir en conscience. Déjà, je pense que rien que le fait que vous suiviez cette conférence aujourd'hui montre que vous êtes intéressé justement sur ce sujet et que chacun en fait peut vraiment faire une différence à sa propre échelle. Il ne faut pas voir le problème dans son ensemble, il faut voir la vision un peu plus petite et se dire bon bah voilà, moi j'ai ça chez moi, j'ai tant de vêtements, j'ai des vêtements qui sont tachés, des vêtements qui sont troués, qu'est-ce que j'en fais?
Le but, c'est de rester responsable, bien évidemment. Quand on dépose quelque chose de taché, de troué, qui ne sera pas utilisable, en fait, ni par un organisme de don, ni pour être finalement recyclé, on déplace un peu cette responsabilité. C'est ça, en fait, qui est le plus important, c'est de ramener à soi et de se dire, OK, est-ce que je peux le réparer ? Est-ce qu'une fois réparé, finalement, même s'il est réparé, j'en veux plus, qu'est-ce que je peux en faire ? Je peux peut-être essayer de l'échanger, finalement. Puis si j'arrive pas à l'échanger, je peux peut-être essayer de le revendre. Puis quand quelque chose est vraiment trop abîmé, évidemment, comme vous l'avez souligné toutes les deux, ça devient du déchet textile, on peut rien en faire. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire, OK, c'est un déchet textile, ça va où, par exemple ? Vous croyez que c'est mélangé avec... habituellement, c'est ça, les gens vont jeter, puis ça va être mélangé avec le reste de vidange. On ne va pas le mettre avec le plastique ou le carton. Puis ça va s'en aller en fait dans des centres d'enfouissement. Moi, je vous encourage parce que j'ai appris en fait par le biais justement d'Upcycly qu'on pouvait aller visiter en fait les sites d'enfouissement. Ils ouvrent leurs portes. C'est des endroits incroyables. Puis je vous assure que si jamais vous avez l'opportunité, là maintenant ils vont recommencer à faire justement ces portes ouvertes. Vous tapez juste site d'enfouissement. Vous allez contacter quelqu'un des communications. Vous allez demander à visiter. Vous pouvez même y aller avec un groupe d'amis. Je sais, c'est un peu bizarre comme sortie, mais ça peut être quelque chose. Enfin, quand on y a été avec Christopher, moi j'étais super excitée parce que je voulais vraiment voir comment ça fonctionnait un site d'enfouissement parce que j'avais entendu plein de choses très négatives, puis je me suis dit mais c'est pas possible, ils sont là pour nous aider, au contraire ils sont là pour traiter nos déchets. Le problème n'est pas le site d'enfouissement, c'est la façon dont nous on consomme. Et le fait d'avoir été visiter le site d'enfouissement de Terrebonne, qui est le plus grand au Canada, de savoir que c'est 800 camions par jour qui viennent décharger des déchets en fait au centre d'enfouissement et que la totalité du site, en fait, la partie textile représente quasiment 8% de ce qui est enfoui, ça me met une grosse claque. Il faut savoir que le site de Terrebonne, on enfouissait 60 mètres en dessous du sol, et qu'aujourd'hui, on enfouit 60 mètres au-dessus du sol, puisque le site va arriver à pleine capacité dans quelques années. Donc, le déchet textile, c'est de notre faute, finalement. C'est de notre responsabilité en tant qu'humain, effectivement, de réduire. Puis quand on ne peut pas réduire, vraiment se tourner vers d'autres alternatives. Moi, je suis la preuve que j'aime ça m'habiller, j'aime ça me changer, avoir du nouveau. Puis j'ai trouvé ce mode de consommation-là, justement, avec les friperies, avec le Schwab Club, par exemple, pour l'échange. Ça me permet de combler, en fait, ce besoin que j'avais pas au tout départ quand j'étais plus jeune. Donc, je laisse la mission à Ariane et à d'autres, puisque je sais qu'Ariane, avec ses projets, ça va faire des petits et ça va sensibiliser énormément, parce que c'est aussi aux plus jeunes, en fait, d'apprendre et de conscientiser leurs parents. Parce que je pense que c'est ces générations-là aussi qui vont être porteuses de très beaux projets dans les années à venir. Mais tout ça pour vous dire que finalement, des alternatives, il y en a, et qu'il n'y a pas de mauvaises actions. Voilà, là, c'est un peu, si on resitue ce qui a été dit, si vraiment il doit être jeté, il doit être jeté. Il faut juste avoir conscience de où il est jeté, puis qu'est-ce que ça va devenir. Un site d'enfouissement, ça produit du gaz, hein, ça produit du biométhane, donc c'est pas non plus quelque chose de... On le stigmatise comme « Oh mon Dieu, c'est mauvais, ils prennent de la place, comment on va faire, c'est le site d'enfouissement qui pollue ». Non, pas du tout. Il faut vraiment avoir cette conscience-là. C'est pour ça que je ne fais pas de pub pour le centre d'enfouissement de Terrebonne. C'est le seul que j'ai visité, mais je vous encourage vraiment à y aller là, parce que à partir de là, je pense que ça fait tellement un choc, finalement, parce que vous pouvez voir toutes les photos, tant que vous n'avez pas marché sur cette montagne de déchets, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, vous ne pouvez pas réaliser en fait ce que c'est. Parce qu'il y a du textile, il y a du plastique, il y a des cups Tim Hortons en l'état, en fait, qui sont plantés là, qui n'ont pas forcément été déchiquetés par les gros trucks. C'est beaucoup d'investissement aussi pour le site d'enfouissement, de déchiqueter tous ces déchets. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de mauvaises actions, mais ça commence déjà par vous, par le fait d'être là, par le fait d'en parler autour de vous, puis maintenant, vous allez regarder vos vêtements aussi peut-être de façon complètement différente. Et puis, vous allez peut-être télécharger un patron sur le site d'Ariane qui va vous encourager à prendre vos jeans qui sont tout déchirés à l'entrejambe, parce qu'on sait très bien que c'est par là que ça commence, souvent l'usure. Voilà. Ouais. Puis finalement, vous vous rendez compte que on peut faire des sacs. Nous, avec Upcycly, en fait, on fait beaucoup de partenariats avec des artisans locaux. Et on a eu un partenariat, par exemple, avec la Rimec Textile, qui est une entreprise locale que j'adore.
Et ils font des choses incroyables. Ils font des sacs, ils font des pochettes, ils font des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, avec des blazers, avec des chemises, avec des pantalons, avec du linge de maison aussi, parce qu'on parle des vêtements, mais finalement le textile, ça regroupe aussi tout ce que vous avez chez vous, hein, le linge de lit, etc. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire qu'il y a des possibilités, qu'elles sont multiples, mais que ça commence par vous. Et même si vous n'êtes pas encore prêt à faire de la récupération, à repriser vos bas, etc., vous savez que déjà, rien que d'avoir conscience de tout ça, vous faites déjà une différence. Donc, je pense que c'est quand même important de le rappeler parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit le discours moralisateur dont personne ne veut, plutôt que ça soit encourageant parce que ça l'est pour vrai. Oui, puis si je peux juste rebondir rapidement, tu sais, ça commence par vous, ça commence par nous, par le citoyen, tout ça, mais je suis entièrement d'accord. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est vraiment important aussi d'adresser que je pense qu'il va falloir qu'il y ait vraiment une volonté politique aussi qui se mobilise. Parce que nous, en tant que citoyens, on a un énorme pouvoir, surtout si on est plusieurs citoyens puis qu'on entame un processus, une démarche par rapport à notre garde-robe. Mais par contre, tu sais, il va falloir que les gouvernements mettent en place des incitatifs aussi, tu sais. Puis je lisais, c'est une étude de Green Story Inc. Qui a été faite pour un site américain, ThredUp. Et puis, il disait que si cette année, tout le monde sur la planète remplaçait l'achat d'un seul vêtement neuf par l'achat d'un vêtement seconde main, au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, ça serait l'équivalent de 66 millions d'arbres plantés. Au niveau des économies d'eau, c'était 1,5 billion de douches. Puis, au niveau du nombre de vidanges là, réduit, c'était l'équivalent de 18 700 camions de vidange par une... Tu sais, tantôt, quand les solutions sont simples et épiques, là, remplacer l'achat d'un vêtement neuf par l'achat d'un vêtement seconde main, c'est pas plus simple et épique que ça, là. Donc, si cette action-là serait partagée par la planète entière, l'équivalent de 66 millions d'arbres. Donc, tu sais, je veux dire, d'un autre côté, il faut qu'il y ait une volonté politique. Pourquoi que si on va faire réparer notre vêtement chez la couturière, on ne pourrait pas déduire ça de nos impôts? Est-ce que... il y a tout un système à mettre en place par rapport à ça pour est-ce qu'on pourrait ne pas payer de taxes quand on achète un vêtement seconde main? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, de mécanismes à mettre en place pour inciter les gens et inciter l'industrie de la mode aussi, au final, à emboîter le pas à cette mode alternative-là. Donc, oui, ça vient des citoyens, mais je pense vraiment que nos chefs politiques et nos gouvernements ont quand même de gros devoirs à faire par rapport à l'industrie de la mode. Ouais. Il y a un beau message. C'est facile de mettre tout sur le consommateur, notre responsabilité, mais c'est tellement une grosse industrie, puis les changements doivent tellement être systémiques, puis justement politiques. Puis c'est encourageant si on sent que le gouvernement s'implique, que l'industrie est vraiment se transforme aussi comme consommateur, de faire des efforts. Je pense aujourd'hui, ce qui est peut-être pas encourageant, justement, c'est « Ah, moi, comme consommateur, je vais faire mon effort. » Mais toute la grosse machine en arrière, il n'y a pas des changements assez importants puis assez rapides. Bien, c'est sûr, c'est un peu décourageant. Fait que je pense que ça va vraiment des deux côtés. Oui. Si la demande des consommateurs est là pour des produits plus responsables, d'envoyer le message à l'industrie qu'il faut que ça se calme, que des nouveaux vêtements quotidiennement, quasiment des nouveaux arrivages, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est un peu un cercle vicieux, qu'on est amené à consommer, fait que l'industrie produit plus. Mais s'il faut qu'à grande échelle, autant de notre côté que de l'industrie, il y ait des changements importants, Tout à fait. Donc, c'est en concert. D'un côté, il faut que les citoyens soient intéressés pour mobiliser les gouvernements, puis il faut que c'est d'avancer. C'est pour ça que le collectif, il est important, parce que tu l'as dit, le citoyen a beaucoup de pouvoir.
on s'en rend pas forcément compte, mais plus on est nombreux, en fait, à adapter ces modes de consommation-là, plus ça réduit, plus derrière, ça a de l'impact. Parce que, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est comme un produit que tout le monde achetait, finalement, du jour au lendemain, puis personne ne l'achète. Bon, on va arrêter de le produire. Donc, c'est très complexe, comme on vous l'a dit, mais il y a quand même pas mal de choses très encourageantes derrière. Et ça me fait penser à, justement, on le voit quand même que les marques sont de plus en plus au courant, qu'elles ont une responsabilité ou qu'elles veulent tendre sur plus d'environnement, d'être plus meilleures pour l'environnement. On parle notamment de marques qui récupèrent des vêtements pour les recycler ou de t-shirts qui sont faits en textile recyclé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes dans cette industrie-là, justement? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Je vais poser la question à Noémie, si tu veux bien commencer. Oui, ben c'est clair que maintenant, les marques, on le voit, ils font des efforts et tout. Par contre, moi, mon problème avec ça, c'est que leur modèle d'affaires est basé sur... est pas durable. Fait que des nouveaux arrivages quotidiens qui sont faits en matière recyclée, ben pour moi, tu sais, ça marche pas. Tu sais, il y a vraiment... Fait que, oui, les efforts sont là. Par contre, tant que leur modèle d'affaires va... Tu sais, que ça va être plus circulaire ou quoi que ce soit, pour moi, tel que c'est aujourd'hui, qu'il y ait des initiatives plus vertes, c'est un peu une contradiction. Par contre, c'est sûr que si on va se tourner vers une marque de mode rapide, de privilégier, tu sais, ils ont toutes des lignes plus durables. OK, peut-être que c'est la meilleure alternative au sein des marques de mode rapide. Par contre, si on peut juste aller vers d'autres solutions, pour moi, c'est ce qui est à privilégier. Puis aussi, il y a beaucoup, mais vous connaissez le terme de greenwashing. Puis je lisais une étude il n'y a pas longtemps que tous ces programmes-là des marques de mode, finalement, il y aurait 60% de ce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'action qui suivent. Fait que, tu sais, des cibles de réduction des GES, de recyclage, en fin de vie et tout. C'est facile de dire qu'on fait des efforts, mais ce qu'il y a derrière, ben souvent, ça ne suit pas. Là. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Oui, il faut rester vraiment vigilant, tu sais, puis les programmes de récupération des marques, tu sais, il y a le New Textile Economy, c'est un rapport qui a été rédigé par le Ellen MacArthur Foundation. Puis ils disent, là, c'est une très, très grosse étude, et puis eux, ils disent que, tu sais, sur les 150 milliards d'unités de vêtements produits chaque année, il y a seulement 1% qui est récupéré, recyclé, là. Donc, OK, tu sais, fait que la marque de fast fashion qui dit que, bon, closing the loop, et puis tout ça, il faut garder les choses en perspective. 1% de tous les vêtements produits, consommés, jetés sont recyclés actuellement dans le monde. OK? Donc, la machine à saucisse qui transforme les vêtements en de nouveaux vêtements, malheureusement, elle n'existe pas encore, mais on s'en va vers peut-être quelque chose comme ça, mais on n'est pas là encore. Donc, il faut rester extrêmement vigilant. Puis moi, ça me causait vraiment des frustrations quand j'étais éco-styliste à la friperie boutique La Gaillarde, parce que les gens nous appelaient, puis oui, mes bas troués, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que vous les prenez? Ma literie tachée. Puis nous, c'est un déchet textile. On ne peut pas prendre ça, on ne peut pas le revendre. Ça va nous occasionner des frais de les prendre. On n'a pas les ressources. Il n'y a rien à faire avec ça. Jetez-les. Et puis les gens, je comprends la frustration des gens par rapport à une réponse comme ça, mais H&M, eux, ils vont les prendre. OK. Bon, OK. Parfait. Mais H&M, moi, ce que j'ai lu, en fait, c'est très, très compliqué là, de retracer les vêtements sont où. Puis ce que j'ai lu, c'est qu'ils sont partenaires avec une entreprise qui s'appelle ICO, qui est américaine. Donc, tu sais, à partir de là, il faut que vous sachiez que vos vêtements seconde main que vous remettez à H&M vont être envoyés aux États-Unis. Donc, c'est une valeur économique de revente dont vous privez le Québec, en fait,
de par cette action-là. Donc là, ça s'en va aux États-Unis. Et puis après ça, ICO, vous irez sur le site, écrivez-moi là, si vous êtes illuminé du Saint-Esprit, mais c'est très, très difficile de savoir en fait qu'est-ce qui se passe avec ces vêtements-là, puis quelle quantité qui est vraiment réintégrée dans la chaîne de production d'H&M. Et puis, tu sais, il n'y a pas de solution magique, donc c'est beaucoup, comme je le dis, de la revente. Donc, soit qu'on revend sur le marché local, ou soit qu'on exporte, puis qu'on revend dans des marchés émergents, en Afrique, en Chine. Mais là, le problème avec ça, c'est que la Chine, entre autres, ont été les premiers à faire ça en 2018. Ils ont dit, nous, on arrête de les prendre, vos déchets. Puis il y a une crise du recyclage pour les plastiques et tout ça. Mais c'est la même chose pour les textiles. Donc là, qu'est-ce que ça a eu pour effet en 2018? C'est que ça a fait chuter le prix des vêtements seconde main sur le marché de l'export, ce qui fait que ce n'était plus vraiment rentable de vendre des vêtements à l'export. Et puis là, il y a plein de pays d'Afrique qui sont en train d'emboîter le pas à ça, donc ils ne rachèteront plus nos vêtements seconde main, ce qui fait que la revente de vêtements à des pays émergents va s'en venir de plus en plus difficile. Ce qui fait qu'on va être obligé de gérer nos poubelles localement, OK? Puis, yes, sir, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Puis, ces vêtements-là qui sont encore portables et qui sont revendables ont beaucoup de valeur et participent à tout un écosystème alternatif dans notre communauté, hein? Les friperies, les organismes de charité qui font de l'insertion sociale, l'Alzheimer, Certex, l'insertion sociale de personnes à limitation fonctionnelle. Donc, il y a tout... quand vous achetez seconde main, c'est une participation à tout cet écosystème-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je veux... Je sais pas c'était quoi mon point, mais c'est ça que je veux dire. C'est parfait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, je voulais juste compléter par rapport à ce que... Sans planer. Ce que disait Ariane, c'est que souvent aussi, quand vous allez déposer justement vos affaires, on vous offre un bon de réduction pour racheter dans le magasin. Donc, là aussi, il y a une histoire de... Ouais. De consommation, de surconsommation. Exactement. Vous venez vous débarrasser, puis on vous offre de quoi pour racheter dans le magasin. Donc, c'est sûr qu'au premier abord, on se dit « Ah, 5 pièces, bon, super, je vais acheter quelque chose. Je vais essayer de trouver quelque chose qui fait 5 pièces. » Ou alors, c'est difficile de trouver finalement 5 pièces. Donc, vous allez acheter pour plus cher. Vous allez acheter plus que ce que finalement vous n'auriez pas acheté si vous n'étiez pas parti porter vos vêtements. Donc, c'est vraiment toutes des choses qu'il faut analyser, sur lesquelles il faut se conscientiser. Mais moi, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Voilà. C'est tellement des sujets qui sont galvanisants, en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez là pour justement vous y intéresser aujourd'hui. Puis les marques de fast fashion, eux, je pense qu'à un moment donné, se sont positionnés. Puis je ne veux pas toutes les mettre dans le même paquet, mais je pense à une, entre autres, mais c'est qu'il y a un positionnement à se dire, bon, ben nous, on préfère parler d'environnement que parler de droits humains, tu sais. Fait que là, s'en est suivi des campagnes pour parler de fermer la loupe et puis de reporter ses vêtements. Et puis c'est bien parce que ça met la discussion sur la table. Mais il ne faut pas oublier que dans la mode éthique, ce n'est pas juste l'environnement, que c'est aussi quelque chose de social, de conditions de travail, de droits humains. Donc, il y a toute cette discussion-là autour que, ouais, OK, le recyclage, mais la condition des travailleurs qui portent, qui fabriquent les vêtements. Donc, à ne pas oublier aussi. Ouais, très bon point. On arrive. Je vais poser une dernière question, puis après, je vais inviter le public. Je commencerai peut-être par Facebook, parce qu'ils ne sont pas là avec nous, alors on va les impliquer. Alors, ma dernière question, c'est peut-être au niveau, donc, pour revenir aux déchets. Un vêtement, ça commence, c'est un textile. Est-ce qu'il y a des textiles qui sont à privilégier selon vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager de ce que vous savez pour éclairer les consommateurs que nous sommes, chacun d'entre nous ici? Noémie. Oui. Bien là, malheureusement, j'ai pas la réponse, une réponse claire pour tout le monde. La réponse qu'on aimerait, dans le fond, c'est ce textile-là, puis c'est ça qu'on privilégie dans tous les cas. T'sais. Chaque textile va bien performer sur certains aspects environnementaux, alors que
Sur d'autres, ça va être pire. Fait que pour que je vous donne une réponse aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un textile qui, autant au niveau de l'utilisation de l'eau, changement climatique et tout, il performerait le mieux. Puis ça, en tout cas, s'il y en a que c'est le cas, c'est vraiment à petite échelle puis expérimental. Mais pour ce qui est du coton, les fibres synthétiques aujourd'hui qui sont les plus populaires, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Fait que c'est... Puis, tu sais, on a souvent en tête que tout ce qui est les fibres naturelles, fait que le coton, ça va être mieux parce que ça vient de la terre. En tout cas, je sais pas si cette perception-là, peut-être que certains l'ont, mais c'est pas... Tu sais, le coton, c'est terrible comme culture, là, les impacts. Après, il y a le coton biologique qu'on voit de plus en plus. Encore là, c'est pas parfait. On réduit un peu l'utilisation on réduit totalement l'utilisation de pesticides, d'engrais. Par contre, il y a la machinerie qui est encore impliquée, il y a beaucoup d'eau qui est utilisée. Donc, c'est sûr qu'aller vers du certifié bio, c'est un moindre mal à l'utilisation de la fibre conventionnelle. Mais c'est ça. De l'autre côté, les fibres synthétiques, il y a des gros problèmes de microplastiques. Par contre, peut-être qu'en termes de changement climatique, ils performent un peu mieux. Fait que, tu sais, ça dépend de nos... Il faut choisir un peu notre combat puis y aller comme ça. Mais la fibre parfaite, à ce jour, elle n'existe pas vraiment. Puis, c'est la première chose, je ne sais même pas si on en a parlé dans toutes les alternatives, mais juste se demander, est-ce que j'en ai besoin? On a parlé de plein d'alternatives, réparer tout, mais la première chose, est-ce qu'on en a besoin de ce morceau de vêtement-là? Puis je pense que la réponse est souvent non. Puis je suis la première, je m'inclus là-dedans, mais tu sais, j'ai assez consommé pour voir aujourd'hui que les morceaux qui traînent dans le fond de mon garde-robe, c'est des morceaux qui sont fabriqués, qui sont des grandes marques de mode durable, justement. Puis tu vois que comparé à un morceau que tu as payé plus cher, la qualité n'est pas là, puis tu n'as pas la même coupe et tout. Fait que moi, je pense que première chose, c'est de demander ce qu'on en a besoin. Parce que même si je paye 200 $ pour un chalet que j'ai pas besoin, ben on n'est pas plus avancé. Puis, c'est ça, privilégier la qualité. Puis souvent, payer cher non plus, c'est pas un synonyme que c'est bien produit puis que tu as les avantages environnementaux, parce que il y a des marques qui peuvent se permettre de le mettre à un prix très élevé sur le marché parce que la demande est là, mais que ça ne se traduit pas en arrière par des meilleures normes de travail puis des avantages environnementaux. Mais ouais, je pense, c'est ça, se demander ce que j'en ai besoin, après ça aller vers de la qualité, du local, puis la fibre rendue là, pour moi, c'est ça, il va avoir un impact quelque part, puis c'est d'être conscient puis se dire, OK, moi, c'est ça le choix que... Essayer d'éviter, mais c'est extrêmement difficile. Puis elle a dit peut-être que tu aurais à rajouter là-dessus, mais au niveau des mélanges de fibres, on a vu que le prix du coton a vraiment augmenté. Donc, de plus en plus, il y a eu des mélanges de coton-polyester. Puis là, des fois, il peut y avoir 6 fibres différentes qui vont constituer un tissu, un tricot, éventuellement un vêtement. Donc ça, en fait, ça complexifie beaucoup le recyclage parce que chaque fibre réagit différemment, le polyester, le nylon, l'acrylique. Donc, c'est c'est vraiment un des gros enjeux du recyclage textile en ce moment, c'est ce mélange de fibres-là, comment on sépare ces fibres-là après. Puis même moi, en tant que copcycleuse de demain, c'est sûr que moi, j'aime travailler avec des jeans 100% coton. Donc, il y a une espèce de... donc, essayez d'éviter les mélanges de fibres, mais vous allez voir que c'est pas évident. Je pense que ça avait fait un travail. C'est très difficile, effectivement. Nous, on fait beaucoup de recherche et développement aussi sur justement la destruction textile de la façon la plus écologique et environnementale possible. Et c'est exactement la problématique à laquelle on s'est confronté, c'est le mélange des matières. C'est vraiment très compliqué, ne serait-ce que même de défibrer en fait des vêtements. Comme ils sont faits de matières complètement différentes, ça ne va pas se déchiqueter de la même façon.
Donc on a fait beaucoup de tests qui ne se sont pas avérés concluants, mais on continue parce qu'on est vraiment persuadé qu'il peut y avoir un débouché, en tout cas déjà local pour le Québec, après voir à l'échelle canadienne ce qu'on pourrait faire, et puis peut-être servir d'exemple après pour d'autres pays, mais ça on se rend très très loin dans la phase d'idéation de tout ça. Mais oui, les matières, c'est très compliqué. Après, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Noémie, mais je trouve que c'est plus difficile aussi pour les générations plus jeunes, finalement, de consommer ces belles marques qui sont locales, qui sont un peu plus éthiques, parce que on s'entend, quand on est jeune travailleur ou on vient juste de finir ses études, c'est pas forcément évident d'aller s'acheter une belle robe ou une belle tenue chez un créateur québécois ou autre. Et là aussi, c'est la frustration parce que du coup, les gens vont se tourner vers des alternatives qui sont peut-être moins durables, voire pas du tout parfois, mais c'est ça aussi qui peut s'avérer frustrant. Mais c'est pas grave, parce que finalement, on a tout le temps après de se rattraper. Donc, soyez très indulgents avec vous-même. Puis moi, je consomme, j'ai beaucoup de vêtements à la maison, beaucoup de vêtements qui viennent finalement de partout, beaucoup de vêtements qui n'ont plus d'étiquette aussi. Parce que ça gratte les étiquettes, donc des fois les gens les arrachent. Alors on est incapable de savoir aussi c'est quoi la matière. Donc aller recycler, essayer de recycler un vêtement qui a plus d'étiquette. Alors là je vous raconte pas l'histoire là, il faut le toucher, il faut être très très bon pour se dire ça c'est mélangé avec du polyester, du spandex. C'est vraiment très difficile. Puis c'est vraiment pas non plus ce qu'on vous demande. Mais c'est ça, les alternatives, il faut que ça soit le plus local possible. Puis vous pouvez acheter des articles de fast fashion de seconde main à côté de chez vous. Vous voyez un peu le schéma. Il n'y a rien d'impossible. Mais c'est vrai que le défi, il est de taille. Mais ne serait-ce que pour la loi du rembourrage textile, si on arrivait à faire avancer les choses avec ça. Aujourd'hui, vous savez, tout ce qui est siège, c'est pas rembourré avec des fibres textiles recyclées. C'est bien dommage, parce que si on pouvait déjà ne serait-ce que faire changer ça, ça serait merveilleux. C'est une vieille loi qui date de, si je dis pas de bêtises, des années 50. Ouais, des années 50. Bon, on est rendu presque 2022 là. Donc, il y a eu une pétition d'ailleurs qui a circulé pendant un moment. Si vous voyez ce genre d'initiative, n'hésitez pas aussi à apporter un peu votre soutien, votre petite pierre à l'édifice, parce que c'est par des actions comme ça aussi qu'on va réussir à réintroduire ces fibres textiles et puis les sauver finalement des sites d'enfouissement. C'est passionnant. Merci beaucoup. La période de questions avec moi, pour l'instant, est terminée. Je vais me tourner pour voir si on a des questions sur Facebook. Est-ce qu'ils font... Alors, pour commencer, on avait quelqu'un qui se demandait sur Facebook, donc on parle de l'industrie du fast fashion, de la mode, donc, mais qu'en serait-il des textiles qu'on utilise au quotidien? Fait que plus les rideaux, les divans, vraiment, est-ce qu'il existe une alternative à ça, ou du moins une forme de recyclage? Est-ce que quelqu'un veut se lancer, Noémie? Oui, mais c'est exactement. Les textiles sont traités exactement de la même façon que des vêtements, là, que ce soit utilisé pour la. C'est le même traitement, je suis d'accord avec ça. C'est sûr que parfois, voilà, le sofa, là, quand il n'a plus de morceaux, qu'il tient plus trop debout, c'est un peu compliqué. Mais là encore, on voit des choses, parfois, des vieux meubles qui se revendent et se revendent à l'infini. Donc, bon, ça demande de la réparation. Je pense que c'est comme les vêtements, en fait. On se retrouve avec un sofa patchwork avec des empiècements de tissu partout, mais... Oui. Secteur vêtements, c'est sûr qu'on a parlé plus du vêtement, effectivement, mais on pourrait parler du secteur textile dans son ensemble. C'est le même positionnement. Puis, en ce sens-là, tout ce que tu peux faire toi-même, de le réparer ou avec l'aide de quelqu'un que tu engages, ben c'est la meilleure action à prendre, parce qu'une fois que ça ne t'appartient plus, ce qui advient de cet objet-là, c'est dubitatoire. On ne sait pas vraiment. Il y a de bonnes chances que ça finisse à l'enfouissement. Donc, ça ne peut être revendu, malheureusement. Ça sera probablement jeté. Beaucoup de travail de circularité à faire. À développer, oui, exactement. Donc, des réflexes de réparer, transformer, faire circuler. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant passer à notre audience. Si quelqu'un veut lever la main, je sais qu'on a un micro, je pense, qui se balade.
Oui, on a un micro au fond. Une question? Est-ce que ça... Oui. Oui, donc je me demandais, puisque vous avez parlé d'économie circulaire, puis de ça, considérant l'énorme problème qu'on a de surconsommation dans tous les secteurs économiques, pensez-vous qu'on va être capable d'agir assez rapidement en société pour faire face à la crise climatique, surtout avec les derniers rapports qui sont quand même vraiment alarmants, tels que celui du GIEC, sans passer par la décroissance économique qui ne sera jamais acceptée par les gouvernements tels que celui de François Legault en ce moment? Alors, une question sur est-ce qu'on va être capable d'aller assez rapidement et est-ce que ça doit passer par la décroissance? Ouais. Je peux me lancer. Ben moi, en fait, je suis une grande optimiste, voire idéaliste. Ben, tu sais, en fait, est-ce que c'est assez rapide? Peut-être que oui, peut-être que non, en fait. Je souhaite ardemment que oui. C'est drôle, j'ai lu un livre sur la vertu de l'échec il y a quelques années, puis il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée là-dedans, puis c'est un philosophe français qui a écrit ça. Et puis, il y a une phrase qui dit « L'erreur, il dit, bon, on entend souvent ça, l'erreur est humaine. » Mais lui, ce qu'il dit, c'est l'erreur, c'est la façon humaine d'apprendre. Et puis moi, ça m'a vraiment comme enlevé de la pression parce que je faisais beaucoup d'éco-anxiété. Puis j'étais comme justement, oh mon Dieu, on manque de temps, il faut prendre de l'action, puis ça va pas assez vite, puis oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Puis en fait, c'est invivable de se sentir comme ça, puis on réglera rien en étant anxieux. On va régler des choses en étant inspiré, en étant créatif, en étant en communauté, en étant heureux. Et puis moi, de me dire, bon ben, on va-tu aller assez vite? Ça va-tu aller assez vite? L'erreur, c'est la façon humaine d'apprendre. On n'a pas le choix, en tant qu'humain, de passer par ce processus-là d'essai-erreur. Donc, à partir de ça, c'est comme, bon, à quelle rapidité on va pouvoir analyser nos erreurs, rectifier, recommencer, améliorer. C'est ce processus-là qu'il faut s'engendrer. Puis déjà, en tout cas, selon mon positionnement actuel, de se dire est-ce qu'on va manquer de temps, est-ce qu'on va manquer de temps, on n'a pas à se poser ces questions-là. C'est comme, bon, ben je me lance, je joins le mouvement, je pose les actions que je peux poser à mon rythme, les actions qui me font du bien en ce moment. Et puis, j'avance en tant qu'humain dans ce processus-là. Puis, si par mes actions, je peux emmener d'autres humains à partager ce mouvement-là, partager ça, eh bien, tant mieux. Après ça, ben, à quelle rapidité on sera capable de faire, puis quel résultat au bout de la ligne? Je souhaite qu'on soit assez rapide, mais moi, c'est de la façon que j'ai été capable de le ramener à moi, en fait, à mon expérience humaine, à moi, plutôt que d'être anxieuse sur la rapidité que la société va emboîter le mouvement. Mais c'est une excellente question. En fait, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, ouais, je vais te laisser prendre le micro. Parfait. Oh. Test. Ben, les gens sur Facebook vont moins t'entendre. Est-ce qu'on arrive à le faire fonctionner? Allô? Allô, oui? Oui, parfait, merci. Oui, donc c'est ça. Je pense que ça va vraiment dépendre de l'évolution politique. Mais vous en avez parlé tantôt, puis les structures actuelles par rapport à un avenir où on peut vraiment vivre dans une économie circulaire dans le monde capitaliste, je pense pas que c'est possible dans la mesure où on n'est même pas capable de réussir à recycler nos déchets. Il y a pratiquement aucune, ben, mettons, pour le recyclage, les données démontrent que c'est à peu près 50%, voire moins de ce qu'on met au recyclage qui est vraiment recyclé. Je pense que sans un gros mouvement politique qui ferait bouger les choses dans comme la structure de la société, je pense pas que c'est vraiment réaliste de penser que les actions individuelles pourront changer quelque chose au long terme.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais rebondir. Merci pour ta question parce qu'effectivement, elle est très, très pertinente. Ça rejoint aussi ce qu'on disait tantôt sur le fait qu'il faut qu'il y ait des incitatifs, il faut que aussi ça tombe entre les mains des pouvoirs publics. Moi, je suis un peu optimiste aussi. Hein. J'ai appris à le devenir parce qu'au départ, c'était pas gagné. Mais ce que je me dis, en fait, c'est que si chaque action que tu vas faire à titre individuel va avoir un impact, mais il ne faut pas forcément que tu vois l'impact pour toi directement, mais plus pour les générations d'après. Parce que finalement, c'est les actions que nous, on va mener qui vont peut-être porter leurs fruits quand peut-être nous, on ne sera plus là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se faire sur le long terme. On voit qu'il y a eu plein de choses qui ont changé au cours de l'histoire, hein, plein de choses qui ont évolué. Alors, des fois pour le bien, d'autres pour des choses plus négatives, mais il faut avoir confiance. Parce que c'est à partir du moment en fait, où tu perds confiance, que tu commences à t'interroger sur cet aspect de deadline, finalement, est-ce qu'on va y arriver avant la date butoir, qui n'est pas fixée encore, ça peut changer. On n'avance plus, finalement. On se met des barrières parce qu'on se dit, bah non, c'est impossible. Mais finalement, on a bien vu aussi que dans la vie, finalement, il n'y a rien qui est impossible. C'est juste qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc, mais je suis d'accord avec toi, ça demande aussi qu'au-dessus, ça bouge. Mais je pense que plus on sera nombreux à en parler, à être vocal finalement, à s'exprimer, j'ai quand même bon espoir que ça fasse bouger les choses, puis finalement plus rapidement que ce qu'on imagine. Il ne faut pas oublier aussi que Montréal a présenté son projet de ville zéro déchet d'ici 2030. Donc là, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, qui ne sont pas forcément visibles hein, de tous, qui sont en train de se mettre en place. Donc, on a vu aussi par rapport au zéro déchet, au gaspillage alimentaire, il y a énormément d'alternatives qui existent. Je pense qu'on va y venir, mais peut-être pas forcément se focaliser sur est-ce que nous, on sera encore là pour le voir? Ça, j'en sais rien. Mais moi, je pense plutôt aux générations futures, parce que pour moi, l'avenir est dans la relève, pour plein de choses. Donc, c'est plus sur ça que je pense qu'on s'axe au niveau aussi de notre discours, pour que ça vous rassure aussi, d'une certaine façon. Oui, puis il y a plein de projets de recherche actuellement. Tu sais, on arrive Même à... Noémie, Oui, Noémie, c'est ça. elle est en plein dedans en plus. Noémie qui est dans la recherche, est-ce que tu es aussi optimiste? Ben, je pense qu'on n'a pas le choix. Si on est là aujourd'hui puis qu'on y croit, nous, c'est au niveau de la mode. Après, il y a tellement de choses à changer. Mais moi, j'aime bien le dicton « il est trop tard pour être pessimiste », dans le sens où on a les deux pieds dans les changements climatiques, c'est réel. Puis... Tu sais, rendu là, je pense qu'il faut juste... Tu sais, moi, j'entends des recherches, justement, qui sont liées avec les changements climatiques dans l'industrie de la mode, alors que les changements, ça fait longtemps qu'ils devraient être faits. Est-ce que là, c'est trop tard pour voir le gros changement systémique qu'il faut dans l'industrie? Est-ce que ça va être assez rapide? Probablement pas, en réalité, mais moi, je me dis que ces recherches-là que je vais faire, que si j'ai des résultats dans 5 ans, bien, c'est pas perdu, puis, tu sais, peut-être que le pire qu'on prévoit, les changements climatiques, peut-être que ça va arriver, mais éventuellement, en tant que les prochaines générations vont faire des changements. C'est sûr, on ne répétera pas les erreurs qu'on est en train de faire. Fait que moi, je le vois comme ça. Ce que je fais maintenant, si pour nous, c'est pas assez rapide, justement, ben, je pense que dans le futur, les gens vont apprendre de ce qu'on fait présentement, même si... Mais tu as le choix, parce que tu as dit on n'a pas le choix d'être optimiste, mais si, on l'a, on a décidé de l'être. C'est parce que c'est vrai que parfois on se dit ah, c'est trop tard, mais regardez dans votre quotidien le nombre de fois, le nombre de choses que vous avez fait où vous vous êtes dit ah non mais je pourrais pas le faire, c'est trop tard. Puis finalement, dès que vous avez passé cette barrière-là, vous avez réalisé finalement ce qui était trop tard. Ben là, c'est un peu la même chose, mais à une échelle un peu plus volumineuse. Mais non, c'est vrai qu'on pourrait adopter une autre vision. Et puis, il y a des gens qui prennent ce choix d'être pessimistes, et il faut le respecter aussi. Et puis, on l'a bien vu, on change souvent d'avis, puis je pense que c'est aussi c'est cyclique dans la vie. On passe par plein d'émotions. C'est ça, exactement. Parfait, super. Ben, je pense que c'était une question très intense, mais aussi très importante qu'on se pose. J'espère qu'on y a répondu, en tout cas. Et on a essayé et vous y avez très bien répondu. Hein. C'était vraiment super. Est-ce qu'on a une autre question sur les réseaux sociaux? Ah, je vois une question dans le public. Allons-y, avec madame. Oui, bonjour. J'ai une question. En fait, on a parlé beaucoup,
moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est que réduire à la source va réduire beaucoup le problème. On a parlé beaucoup des problèmes de recyclage actuellement des textiles, mais on n'a pas beaucoup parlé de comment mieux concevoir nos textiles pour qu'ils soient plus facilement recyclables. Fait que, où est-ce qu'on en est avec l'éco-conception? Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui prometteuses, même si en termes de modèles d'affaires, elles ne sont pas encore rendues à grande échelle? Et puis comment un consommateur peut choisir mieux un vêtement dans cette optique-là? Excellente question. Oui. C'est une question, comment être concise? C'est intéressant parce que tantôt, ce que tu disais, Noémie, tu sais, les grandes marques qui se ravent tout le profit, puis qu'il n'y a pas de redistribution, puis qu'en fait, les marques vendent leurs produits, mais après, ne sont plus responsables de la fin de vie de leurs produits. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, de solutions là-dedans, c'est-à-dire que c'est sûr que tu ne conçois pas, que tu ne designes pas un produit de la même façon si tu es responsable de sa fin de vie. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un énorme levier incitatif au niveau de l'industrie à responsabiliser l'industrie au niveau de la fin de vie des vêtements parce que, clairement, s'ils sont responsables de leurs propres déchets textiles, ils ne designeront pas les vêtements de la même façon. Peut-être qu'ils seront plus faciles à découdre, qui sait. J'ai vu notamment, c'est une start-up en Europe, quelque part en Europe, avec du fil qui fond à une certaine température, ce qui fait que juste avec un fer très, 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 très chaud, tu peux arriver à découdre un vêtement. Donc, c'est drôle parce qu'il me demandait combien de temps ça te prend découdre un jeans. Et puis, tu sais, moi, découdre un jeans, ça peut me prendre entre une demi-heure et 50 minutes avec les barres tac et tout ça. Donc, bon, comment on peut déconstruire plus rapidement des vêtements? Il y a des gens qui se penchent sur cette question-là. On n'a peut-être pas la solution, mais de s'attaquer au fil, c'est intéressant. Comment on peut avoir d'autres types de fils? Il y a beaucoup de recherches au niveau des champignons, du mycélium, donc d'un côté pour accélérer la dégradation de vêtements, mais aussi en tant que fibre, remplacement de cuir notamment. Donc, il y a une start-up à New York, le nom m'échappe. Je m'en souviens plus. C'est tellement intéressant. Eux, ils font pousser du cuir. Donc, là, je suis vraiment pas spécialiste là-dessus. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais au lieu de tuer des animaux ou quoi que ce soit, ils vont jouer avec les choses et puis ça ressemble à des distilleries, en fait, leur installation. Et puis, ils font littéralement pousser du cuir et puis éventuellement, ils pourraient faire pousser de la viande, entre guillemets. Donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant de carrément venir cultiver quelque chose qui aurait la forme peut-être de ton patron. Hein? Donc, à ce moment-là, on s'éviterait toutes les retailles textiles à la coupe. Hein? Si on pouvait faire émerger la fibre dans la forme du patron qu'on a besoin, à ce moment-là, on aurait beaucoup moins de déchets au niveau des retailles. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est très intéressant. Donc, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses qui émergent, là, puis moi, je pense que ça va être vraiment très, très intéressant de voir dans les prochaines années qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais je suis d'accord avec vous, tout part, on a beau se dire, on réduit, on répare, on fait ci, on fait ça, mais tout part du design, du designer. Et puis, il faut que les designers aient le temps de réfléchir. Il faut que les designers aient le temps de penser. Hein? Puis moi, c'est quelque chose en industrie qui était saison après saison, plus de vêtements, plus de vêtements, plus de vêtements. Puis là, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Donc s'accorder un temps de réflexion pour créer des designs qui peuvent perdurer et qui sont valables et qui ont leur place dans cette future société durable.
Noémie, est-ce qu'au niveau Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Je voulais juste rebondir. Il y a un très bon exemple, en plus, local, c'est Atelier B. Ouais. Atelier B s'occupe de la fin de vie, en fait, de ces collections. Puis, ils ont un très beau projet d'économie circulaire, justement, avec ça. Je ne sais pas si tu connais, mais je t'invite à aller regarder leur nouveau projet, là, sur le site Internet. Tu vas voir, c'est très chouette, puis c'est encourageant. Voilà, c'est encourageant parce que ça donne des idées aussi à tous les autres créateurs, je pense. Donc, tu peux aller regarder de ce côté-là. Désolée, je t'ai coupé. Je pense qu'ils sont zéro déchet sans vouloir rien avancer. Il me semble que c'est une des premières entreprises complètement circulaires. Ouais. Avec les retails, ils font d'autres produits, ils s'occupent de la fin de vie. Fait que c'est vraiment à découvrir. Si vous ne connaissez pas vraiment, c'est... Ils sont dans le Myland, ils ont un atelier boutique, 2 filles super tripantes. Depuis des années en plus, ça fait vraiment un moment. Donc, il y a de quoi être fier, exactement. Ouais. Merci de les avoir nommés. Super. Ben, écoutez, ça va être tout pour nous. On a vraiment apprécié vous avoir. C'est un honneur d'avoir pu discuter avec vous. Vous êtes toutes inspirantes. Vous avez proposé des solutions. On a parlé de l'éco-conception. On a parlé de refuser déjà, de se poser la question est-ce qu'on en a besoin? Et après, on a parlé de trouver des solutions de où s'approvisionner de façon plus responsable. Donc, merci beaucoup à toutes les trois et merci à vous tous qui sommes avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.